Eh bien, bonjour. Bonjour Bonjour. tout le monde. Bonjour. Bonjour Edouard. Bonjour tout le Bonjour. monde. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Je vois que j'attends que les participants arrivent petit à petit, que c'est le lot Ouais. classique des webinaires. On va attendre quelques minutes. Euh, mais en attendant, pour échanger sur le thème du webinaire du jour, on a voulu réunir deux acteurs majeurs de l'entreprise qu'on a parfois tendance à opposer, ou en tout cas ou dans lesquels on peut voir certaines oppositions, alors que quand ils sont alliés, on va le voir, c'est plutôt un cocktail détonnant et qui fonctionne très bien. IT et RH, le duo gagnant du parcours collaborateur. Euh, on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous euh, Juliette et Pierre, que je vais laisser peut-être se présenter comme invités pour nous parler de ce sujet. Juliette, je te laisse commencer. Oui, oui, avec plaisir. Bonjour, Juliette. Moi, je suis responsable du People Ops et du développement de talent chez Accurate. Accurate, c'est une scale-up française. On est aujourd'hui un peu plus de 230 salariés. Et on est dans 7 pays différents avec un total de 8 bureaux. Donc, on a vraiment une présence très globale. Et Accurate, pour faire court, c'est une solution SaaS française. On est vraiment une boîte parisienne avec un ADN de base très français qui œuvre pour les assureurs du monde entier. Voilà, principalement en B2B. Donc si vous ne connaissez pas, c'est tout à fait normal, c'est très spécifique. Merci Juliette. Et moi, juste, je précise que nous, on s'est rencontrés il y a quelques années et Accurate était une entreprise de euh, 50, 60 salariés. Vous avez beaucoup Ouais, grossi ces dernières années, donc il y a eu énormément de sujets d'onboarding, d'ouverture de pays, d'onboarding à l'international. Donc comment on gère tous ces sujets-là, c'est tout à ce dont fait. on va parler aujourd'hui et comment on gère avec les différents départements. Euh, merci d'être là et content d'avoir ton retour. Avec plaisir. Pierre, qui es-tu? Je suis le DSI de Zenica depuis 4 ans. Donc moi je m'occupe, avec mon équipe, on s'occupe vraiment de toute l'infrastructure, de l'équipement des collaborateurs, collaboratrices, de la fourniture de services aussi en interne, hein, toutes les licences, les outils qui peuvent aider. Et Zenica, bah, c'est une ESN française, donc entreprise du service, des services du numérique, anciennement SS2I pour les plus âgés d'entre nous. Et on est présent dans 3 pays actuellement avec une douzaine de bureaux au total qui vont les plus petits bureaux, ça va être 5 personnes. Les plus gros, ça va être comme Paris, par exemple, où là, on va être à peu près 150, 160 consultants, consultantes. Et Zenica fournit depuis cette année, depuis 20 ans, des services et du conseil en IT, que ce soit en accompagnement, en maîtrise d'ouvrage, en force de frappe de technique en développement informatique. C'est une boîte de passionnés créée par Karel Azouri, qui lui-même était développeur, lui-même venait de ce métier. Donc, on a l'amour de la tech en nous. Et voilà, mais depuis 4 ans, bah, je m'occupe d'équiper dans tous les sens du terme et de sécuriser, bien sûr, tout le système d'information de Zenica euh, pour opérer dans des bonnes conditions et dans le respect aussi de chacun, chacune. Donc avec des enjeux aussi multi-sites, multi-agences, multi-pays et par définition aussi sur des ESN, peut-être avec des collaborateurs qui viennent pas toujours dans l'entreprise, qui sont à l'extérieur chez le client. C'est Exactement, ouais, exactement. Il y a des gens qu'on voit assez peu parce qu'ils sont en mission, que les clients demandent à ce qu'ils soient sur place. Donc on n'a pas, voilà, on n'a pas toujours accès directement aux personnes, donc faut être réactif et faut pouvoir avoir les solutions vraiment clés en main et que tout roule très très bien, mais on reviendra dessus, je pense. on reviendra dessus. Edouard, je te laisse peut-être Ouais, prendre un mot. donc
Bien sûr, merci Geoffrey, merci Juliette et Pierre. Edouard, donc moi je pilote chez Resilient toute la partie, on va dire, revenu, donc c'est-à-dire la partie sales, account management et marketing. Resilient, nous on est un infogérant 2.0, c'est-à-dire qu'en fait, comme un infogérant classique, on accompagne nos clients sur tous les enjeux IT, sur toute la chaîne de valeur. Et 2.0 parce qu'on met à disposition de nos clients une plateforme SaaS qui permet de simplifier, d'unifier, centraliser pas mal de données relevant de l'IT, notamment sur la gestion du parc. Euh, et la gestion du parc, ça passe notamment par, c'est un peu un des premiers points de contact, on va dire, entre les services IT et RH, parce qu'il y a tout ce qui est notion d'onboarding du collaborateur dans une entreprise. Voilà, on y reviendra plus tard dans la discussion, mais voilà dans les grandes lignes. Et on travaille avec Zenica depuis 2023, Pierre, si je dis pas de bêtises maintenant. C'est ça. Voilà. Merci Edouard. Et moi, pour finir, du coup, Geoffrey, je suis le cofondateur de Wobi, qui est une solution d'onboarding, tout simplement, et de communication interne. Mais c'est un deuxième fonctionnalité, un autre sujet. On travaille avec des entreprises qui ont des enjeux d'harmonisation des process, d'inclure toutes les parties prenantes, justement. Donc, nous, nos interlocuteurs et nos interlocutrices sont les directions des ressources humaines en premier lieu, mais qui ont le besoin d'inclure tout le monde dans des process parfois complexes d'onboarding, d'offboarding, etc. Donc on en parlera. Pour poser la thématique du jour et pourquoi c'est un sujet qu'on aborde régulièrement, on va enfoncer une porte ouverte en disant que il n'y a qu'une seule chance de faire une bonne première impression. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que souvent l'onboarding, il est porté par les équipes recrutement, ressources humaines, mais au final, un dysfonctionnement dans l'onboarding impacte tous les départements et la vision des nouveaux collaborateurs sur ces départements. Ne pas avoir son ordinateur, par exemple, le jour J, un collaborateur peut se dire qu'est-ce que fait l'IT. Donc c'est vraiment un moment où en quelques heures, quelques minutes, eh bien, l'entreprise, elle est évaluée sur sa capacité à accueillir, en effet, à connecter, à embarquer quelqu'un, c'est vrai, mais surtout sur est-ce qu'elle est sérieuse, est-ce qu'elle est organisée ou est-ce qu'elle est à l'arrache, si on doit se parler un petit peu comme ça. Et en effet, la plupart du temps, eh ben, personne n'a vraiment répété, ou en tout cas, on a des process, mais on a les urgences du quotidien. Donc aujourd'hui, on est là pour voir comment le duo RH-IT peut faire en sorte que tout fonctionne bien et que ce soit fluide, à la fois pour les nouveaux arrivants, mais aussi pour les équipes RH, les équipes IT. Quand on parle d'onboarding, on inclut toute cette partie avant l'arrivée, qui peut être plus ou moins longue, donc de pré-boarding. Et on va commencer par là. Cette phase de pré-boarding, elle commence à partir du moment où le collaborateur, la collaboratrice dit oui à l'entreprise et où se met en marche, du coup, tout le process de signature du contrat, etc. Et la première question qu'on avait pour toi, Juliette, notamment sur l'aspect RH et ce duo RH-IT, c'est aujourd'hui, à partir de quel moment dans ce timing et dans ce pré-boarding, tu t'assures que l'IT est dans la boucle et si tu avais des conseils à donner à des entreprises et des responsables ressources humaines qui gèrent les intégrations, ce serait quoi pour correctement embarquer l'IT? Euh, Alors, nous, l'IT, ils sont dans la boucle super tôt parce que par expérience, c'est ce qui fonctionne le mieux chez nous. Et quand je dis très tôt, c'est vraiment très tôt. C'est-à-dire que nous, on a un système de canal Slack interne. Slack qui est notre outil de communication, hein. Et dès qu'on a un nouvel arrivant, dès qu'on sait qu'il y a un contrat signé, mais même en fait, dès qu'on envoie une offre d'embauche sans même savoir si la personne l'accepte, on informe directement dans ce canal-là. Et donc, dans le canal, il y a toute l'équipe IT responsable du coup des onboarding et toute l'équipe RH. Donc, ça permet vraiment d'aligner tout le monde dès le début. Enfin, vraiment même très très early stage, puisque parfois on annonce qu'en fait la personne bah, voilà, n'a pas accepté, enfin ne rejoindra pas l'entreprise, mais au moins tout le monde a un peu le même degré d'information, le même niveau d'information
au même moment. Et ça permet finalement à tout le monde de pouvoir s'organiser parce qu'on a tous des contraintes très différentes. Donc c'est ce qui fonctionne le mieux chez nous. Ok. Et donc, dès le départ, même avant du coup l'acceptation, ils sont informés. Et à partir de quel moment du coup tu mets en œuvre de marche le process pour qu'il y ait des comptes qui soient créés, enfin, pour qu'il y ait du matériel qui soit délivré? J'imagine qu'il n'y a pas une seule vérité, mais Alors là-dessus, on a quand même responsabilisé chaque équipe. Donc il y a aussi un lien de confiance hein, avec l'équipe IT. Nous, on les informe vraiment en amont et ensuite, eux, c'est leur process de commande de matériel, etc. En sachant que souvent, ils doivent attendre de l'information de la partie RH puisque nous, on demande aux salariés notamment, par exemple, leur choix de matériel. Ça peut être le clavier, hein, le keyboard, s'ils veulent un QWERTY, s'ils veulent un AZERTY, s'ils ont besoin d'un clavier espagnol. Donc nous, on va aller chercher cette information auprès du salarié, et on va la transmettre à l'IT qui ensuite s'occupe voilà, de commander le matériel et dans la foulée de créer les adresses mail. Et ça, nous, en fait, c'est- voilà, chacun est responsable, mais on a vraiment pris le temps de clarifier tous ensemble les besoins de chacun. Et nous, par exemple, on demande à ce que l'adresse mail soit créée 2 semaines maximum avant l'arrivée du salarié, tout simplement parce qu'on doit ensuite créer les meetings d'onboarding pour s'assurer que, voilà, que tout sera prêt pour le salarié. Donc voilà, chacun est vraiment responsabilisé et gère un peu les choses de son côté. Et si on a des arrivées rapides, ce qui nous arrive parfois, on peut avoir quelqu'un qui arrive la semaine suivante parce qu'on a une urgence sur un poste. Là, tout s'enclenche très rapidement et on sait que, voilà, que tout le monde va être au taquet pour s'assurer que l'accueil se passera dans les meilleures conditions la semaine suivante. Mais voilà, globalement, on fait confiance à tout le monde. ok, c'est bien. Et Et ça ça se passe fonctionne. bien. Ça se passe bien. Ça fonctionne. Bravo. Donc, il y a un vrai boulot de sensibilisation pour tout le monde aussi. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez pu grandir aussi bien et que tout C'est fonctionne ça, ouais. dans le pays. Sensibilisation et communication, hein. J'ajouterais que la Ouais, communication est primordiale. Primordiale. Et que Ça c'est pas tout le temps facile en réalité. Parce que comme je disais, je pense que tout le monde a ses contraintes. Et on travaille pas tous, enfin, tant RH que IT, et je pense que Pierre pourra le confirmer, mais on n'est pas tous focus que sur les onboarding. On a un autre taf à côté. Et donc, du coup, forcément, voilà, on connaît pas les contraintes de chacun. Donc, il faut aussi qu'on se mette dans les chaussures de l'autre équipe et qu'on soit tous un peu flexibles sur ces sujets-là. Ça nous fait une excellente transition du coup vers la ouais. deuxième question. Ouais, alors Pierre, côté plus IT justement chez Zenica, comment pour éviter d'être toujours en réaction et donc dans l'inconfort, vous avez réussi à structurer la communication avec les RH chez Zenica? Bah, en fait, je peux que rempiler un peu sur ce que Juliette a exposé, parce que l'histoire qu'elle a racontée, je pourrais absolument raconter la même. Pareil, on donne le choix à nos salariés, par exemple, du clavier, même du matériel, puisque voilà, quand on bosse notamment avec des développeurs, des développeuses, chacun a un peu ses habitudes et sera plus efficient bah, si le matériel est adapté. Du coup, ça demande effectivement déjà en amont avec l'équipe RH de bien comprendre les attentes de chacun, de part et d'autre. Tout pareil, on a un canal Slack dédié à ça pour que les infos circulent. Et nous, on est peut-être allé un peu plus loin à certains égards, parce que moi, dans ma vision, en fait, et sûrement parce que j'ai un biais de personne qui a développé des logiciels pendant longtemps, le code, c'est la loi. Donc, au-delà d'un process, c'est quand on observe qu'un process fonctionne bien, notamment par exemple envoyer, voilà, créer le mail 2 semaines avant, je pense à l'exemple là pour Juliette, bah, en fait, si on peut en plus le coder, c'est-à-dire l'automatiser, et donc baisser la charge de tâches qui requièrent une action manuelle, en fait, on va pouvoir passer plus de temps déjà à peaufiner la prestation et, et à communiquer sur d'autres sujets, sur les cas particuliers, sur les urgences, sur les demandes particulières, parce qu'il y a aussi, peut y avoir des employés en situation de handicap qui vont avoir besoin d'aménagement, ça peut arriver. Donc tout ça, en fait, il faut avoir le temps de prendre ce soin-là. Et donc, voilà, c'est pas tant structurer la communication,
Je réponds un peu à côté, mais c'est pas grave. Mais c'est s'appuyer sur effectivement le fait qu'on communique régulièrement pour automatiser ce qu'on peut. Maintenant, ça nous donne le temps d'avoir fait ça. Ça nous donne le temps de prendre du recul régulièrement. Et aussi de pas être dans un dialogue avec les RH qui est que focus sur là où nos services ont une intersection. C'est aussi voir comment on peut s'aider l'un ou l'autre, dans un sens ou dans l'autre et c'est tisser du lien entre les deux services. Et ça nous permet de démultiplier nos forces au-delà de juste la simple question de l'onboarding. Et donc pour répondre un peu plus dans la question, c'est s'appuyer sur les process qui marchent, automatiser ce qu'on peut pour se donner le temps de plus communiquer sur des choses clés et au-delà encore pour développer du lien entre nos équipes et en tirer encore plus de valeur, que ce soit en outillage fourni par l'IT au RH, en automatisation qui n'existe pas encore, mais dont tout le monde pourrait bénéficier, ou dans l'autre sens aussi, ça nous permet d'avoir le temps de bien structurer nos contrats, nos astreintes, etc. pour côté RH, puisque bah, les RH nous rendent plein de services au jour le jour, à plein d'égards. Donc voilà, moins on passe de temps à s'embêter à faire des choses comment dire, un peu triviales, et plus on peut passer du temps à faire des choses à haute valeur ajoutée, à mon sens. Ouais, Si donc je comprends. l'automatisation pour en gros simplifier les flux, on va dire, entre les RH et l'IT Ouais. et limiter les risques. Et quand tu dis automatisation, ça passe par des flux directs entre un SI RH et certains outils IT chez vous. Ben, alors, chaque boîte, chaque environnement aura un peu son paysage, mais ouais, il y a toujours moyen, généralement, à plus ou moins fort coût. Nous, on a de la chance d'avoir des plateformes qui se parlent entre elles, avec le SIRH qu'on a, avec le RP opérationnel qu'on a, ou notre fournisseur de comptes. Voilà, nous, voilà, il y a des boîtes Microsoft, il y a des boîtes Google, il y en a d'autres Mm. encore, mais en fait, aujourd'hui, le paysage informatique, il y a vraiment la plupart de ces systèmes qui permettent de faire de l'API, voire qui intègrent leurs leurs voisins en termes fonctionnels. Donc le SIRH, il a déjà des connecteurs pour d'autres systèmes, ou si on a une plateforme SaaS comme Resilient, effectivement, connaît les points d'entrée. Et en fait, on peut arriver à quand même automatiser un certain nombre de choses. Et nous, typiquement, bah, quand un contrat est signé, toute la chaîne de création dans le SIRH, de création du mail, etc., tout ça se fait tout seul. Ce qui nous réduit la part de gestion manuelle à sa plus simple expression. Euh, et au pire, et ça arrive, au pire, bah aujourd'hui, soit avec les skills disponibles, soit avec des LLM aussi, soit avec des systèmes comme N8N, il y a des moyens de faire les automatisations qui connaîtraient pas encore une intégration native dans les systèmes. Donc, c'est des choses qui ont une très bonne valeur ajoutée, enfin, qui ont un très bon retour sur investissement généralement. Pierre, si je comprends bien, du coup, l'automatisation et tout ce que vous avez pu mettre en place n'est pas que lié à ce qu'on peut imaginer du rôle de la direction IT dans l'onboarding, c'est-à-dire créer des comptes et commander le matériel. Il y a aussi une part de réflexion sur comment on aide les fonctions RH dans l'automatisation du contrat de travail, la réception de pièces pour l'inclure dans le SIRH. Donc, est-ce qu'on peut dire que finalement, dans ce cas-là précis, le service IT, enfin, le département IT est au service du département RH pour fluidifier tout ce process-là? Ouais, je dirais même que le département IT devrait être au service de toute la société pour la rendre plus efficace, plus efficiente. Donc oui, par là, oui, moi j'estime qu'on est au service. En fait, on a des outils à notre disposition. On est normalement en mesure de fournir soit de la connaissance, soit de l'expérience, soit voilà, de l'outillage pour faciliter le travail de tous nos camarades, qui soient RH, mais qui soient à la finance, qui soient à la direction, etc. Et je pense que c'est le rôle d'une DSI, il est là, c'est orchestrer tout cet outillage
pour aller plus loin ensemble. Et c'est pas être un frein au travail des autres. Moi, je suis pas RH. J'ai toujours travaillé comme ça, à titre perso. Et c'est, je pense, la ligne sur laquelle on est chez Zenica. C'est-à-dire que j'ai confiance dans le fait que les RH savent ce qu'ils ont à faire, savent comment le faire bien. Le petit plus qu'on peut venir apporter en tant que service IT, c'est aider à outiller pour faire mieux, mais pas faire différemment. C'est juste le faire mieux avec de l'outillage plus adapté. Et le talent côté IT, je pense qu'il doit se situer là. C'est cette capacité à détecter, ah bah tiens, je vois que tu fais ça à la main tous les jours. Bah en fait, peut-être qu'on peut soit trouver, soit accompagner pour former, soit mettre en place ce qu'il faut pour que ce ne soit plus à faire manuellement. Et dans l'onboarding, c'est hyper clé. Enfin, le pré-boarding et l'onboarding, c'est hyper clé. Ça, clairement. Très curieux C'est un bon cas d'école, hein, pour le coup. c'est un très bon cas d'école en effet, et je serais curieux de savoir dans les participants en commentaire si les services IT des entreprises sont beaucoup au service des autres. Peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de réponses parce que c'est pas facile de la donner, mais en tout cas, moi, je vois pas ça partout dans les entreprises avec lesquelles on peut travailler. Donc, bravo pour cette vision, je trouve, qui est intéressante. Si on passe à la suite, après le pré-boarding, le jour J, qu'est-ce qui peut vraiment ne pas fonctionner? Euh, côté IT, ça semble peut-être logique. Un onboarding raté, ça ressemble à quoi? Un laptop mal configuré, etc. On va en reparler, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui peuvent ne pas fonctionner côté IT le jour J? Ah, côté IT, déjà, en ce moment, le risque le plus fréquent, c'est l'absence de matériel. On a une problématique, hein, je pense que beaucoup de camarades qui bossent dans des services IT d'autres boîtes le voient et mes fournisseurs me le rapportent, hein. L'approvisionnement en machine est complexe. Il y a des pénuries, les coûts sont de plus en plus élevés. Donc aujourd'hui, c'est simple, hein, quelqu'un qui arrive, dont c'est le premier jour et qui n'a pas de machine. Alors, outre le fait que c'est loin d'être pratique, puisque beaucoup de nos métiers, quand même, on a besoin d'un laptop disponible jour 1. Il y a un truc autour de la considération individuelle aussi, dans le sens où enfin, si la personne ne se sent pas accueillie, si elle n'a pas voilà, ce qu'il lui faut pour travailler, c'est quand même désagréable. Donc ça, je pense, l'impact un peu humain qui peut y avoir. Sachant qu'en plus, il y a toute une catégorie de gens encore pour qui l'outillage informatique, au sens général du terme, hein, que ce soit le mail, etc., est une source d'anxiété, est une source d'angoisse. Moi, je travaille avec beaucoup de consultantes IT, donc c'est moins le cas, mais j'ai quand même 30% de gens qui viennent des fonctions dites support. Et dans ces 30%, il y a des gens pour qui c'est pas dans leur nature, c'est pas leur passion, c'est pas leur métier. Donc déjà, ils arrivent, c'est leur premier jour, ils vont devoir apprendre à se servir d'un nouveau système de messagerie, d'un nouveau chat, il y en a qui n'ont jamais vu Slack, etc. Donc plus il y a d'embûches qui se présentent, un compte qui marche pas, de l'authentification multifacteur qui est galère à faire, l'accès qui n'est pas activé, et plus on génère de l'anxiété chez la personne. Donc c'est pas, je pense que ça aide pas effectivement à donner une bonne image. Et en plus, on est dans un service IT, bon, on l'appelle pas quand ça va, hein. C'est comme un client. C'est pas les gens qu'on appelle pour leur dire ah, tout va bien, merci. C'est les gens qu'on vient voir quand on a un souci la plupart du temps ou un besoin, ce qui est un peu moins anxieux. Mais du coup, ça a cet effet que si on n'entretient pas une bonne relation avec nos collègues, ils vont pas venir nous voir quand ils ont un problème. Moi, j'ai déjà vu des environnements dans des boîtes où il y avait toute une catégorie de gens qui avaient peur des gens de l'IT. Une peur, une réelle peur. C'était une source d'anxiété parce qu'ils se sentaient jugés, etc. Donc, non, faut qu'on arrive à rendre ça plus doux. Il faut être pédagogue, à mon sens, c'est hyper important.
mais surtout que ce canal de communication, il existe vraiment avec tout le monde. C'est aussi ce qui permet d'assurer la sécurité. Ça, c'est un effet de bord dont on ne pense pas, mais d'assurer la sécurité du système d'information et donc des données. Parce que quand il y a un lien de confiance avec nos collègues, un vrai lien de confiance, bah, s'il y a un incident, une perte, un vol, j'ai perdu ou un problème d'accès, au moins les gens viennent nous voir et nous en parlent. Et ce qui nous permet d'éventuellement détecter un potentiel risque qu'on n'aurait pas repéré. Donc il y a aussi en fait cet aspect-là, parce que nous on est en première ligne de évaluer bah, quels sont les dommages possibles, quels sont les risques. Et il faut qu'on soit, pour ça il faut nous dire les choses, mais on ne peut pas mesurer ce qu'on ne sait pas. Donc moi j'ai besoin de ce lien de confiance en tout cas, et que mes équipes développent ce lien de confiance avec tout le monde dans la boîte. Sinon, on- on prend un risque, je pense. Donc, Tu as parlé d'anxiété à un moment ouais. donné, qui est un mot assez fort et qu'on comprend si on ne se sent pas accueilli, si on n'a pas le matériel, etc. Juliette, est-ce que toi, parfois, tu ressens une anxiété chez certains quand il y a eu un couac du coup dans le process? Comment ça se traduit? On parle souvent, on dit souvent que l'onboarding est un levier de fidélisation sur le long terme aussi. Est-ce que ça joue ou pas? Voilà, quel est ton regard là-dessus? Est-ce un nouvel arrivant sans parcours structuré, sans repère, c'est une vraie problématique, ça coûte en perte en temps, etc. Ouais, 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 bien sûr. Bien sûr, bah, je pense que, enfin, déjà, nous, l'onboarding improvisé, c'est un peu la bête noire. La bête noire chez Accurate, à mon avis, c'est la bête noire dans pas mal de boîtes. Nous, on a toujours mis beaucoup d'énergie dans le onboarding, même quand on était beaucoup moins organisé qu'on l'est aujourd'hui. On a dû s'organiser au fur et à mesure, parce que quand on accueille 70 nouveaux salariés par an, si on n'a pas de process, c'est un peu compliqué. Et justement, ça peut causer de l'anxiété enfin, tant sur les équipes RH que sur les équipes IT, que sur les nouveaux collaborateurs s'ils sont mal accompagnés. Donc voilà, moi je pense que ouais, un onboarding raté, ça coûte beaucoup plus cher ensuite à l'entreprise. Au début, on pense que ça fait un peu gagner du temps, mais en fait, il y a des grosses, enfin voilà, il y a un coût en réalité à ça enfin, sur beaucoup de choses. Je pense à la productivité. Le nouvel arrivant, il va mettre plus longtemps à comprendre son rôle, les attentes, les outils, la culture de la boîte, au niveau de l'engagement aussi. Euh, Quand on arrive et qu'on n'a pas de repères, qu'on a été potentiellement mal accueilli, on peut se sentir isolé, pas attendu, pas accompagné. Donc c'est quelque chose sur lequel du coup on travaille beaucoup chez Accurate. Et ouais, parce on veut éviter au maximum le désengagement précoce d'un salarié. On veut au contraire tout de suite le mettre dans le bain d'Accurate, lui faire comprendre un petit peu tous nos process. Et c'est pour ça qu'on a vraiment construit un onboarding vraiment structuré avec plusieurs parties prenantes. On utilise aussi Wobi pour ça. Et ça nous aide vachement à ce que tout le monde soit, voilà, suive un petit peu ces petites actions pour garantir que, voilà, garantir que le onboarding se passe bien. Parce que, enfin, et au-delà comment, du coût de productivité, d'engagement, etc., il y a aussi un coût financier qui est réel, hein. Il faut relancer un recrutement, mobiliser des équipes RH, les managers, reformer une personne. Voilà, si le onboarding se passe pas bien, on a un vrai risque côté rétention, hein, que le salarié voilà, ne reste pas dans l'entreprise. Donc c'est hyper important pour nous de vraiment mettre beaucoup d'énergie dans ce process-là. Et on l'a toujours fait, donc c'est chouette. Confirme. Et du coup, juste aussi sur ce duo toujours IT-RH, c'est plus le cas chez Accurate depuis un moment, mais peut-être dans d'autres expériences que tu as pu voir, il y a aussi, j'imagine, un coût
humain, où si en effet il n'y a pas euh, d'ordinateur, si tout n'est pas prêt le jour J, c'est à toi un peu de rattraper et d'aider le nouveau collaborateur à baisser son anxiété dont Pierre parlait. C'est toi qui dois passer du temps à jouer le pompier, Ouais, quoi. ouais, bah ouais, exactement. Exactement. Donc oui, il y a un vrai, il y a un vrai coup, un petit peu de stress. Mais c'est marrant qu'on parle de ça aujourd'hui parce que ça nous est arrivé assez récemment, en réalité. Ok. Enfin bon, on a eu une situation qui était vraiment pas grave, mais la nouvelle salariée avait pas les infos. Enfin bon, elle avait reçu les infos en l'occurrence, mais elle avait pas regardé ses mails. Et elle est arrivée au bureau sans savoir à qui s'adresser, sans savoir d'ailleurs même à quelle heure arriver. Elle était complètement perdue et elle a appelé son recruteur qui était en panique totale de ne pas savoir quoi faire. Le manager était injoignable. Donc dans ces cas-là, enfin voilà, nous on a enclenché derrière, enfin enclenché c'est un grand mot, mais on a pris le temps après de se poser tous ensemble. Moi, j'ai questionné du coup la salariée sur voilà qu'est-ce qui s'était passé, est-ce qu'il y avait eu un problème de process. La salariée en l'occurrence n'était pas vraiment stressée de la situation, donc ça c'est chouette. C'était une personne quand même assez senior. Mais nous, sur les équipes RH, il y a eu un vrai impact. Voilà, on a eu un raté et vu que c'est très très rare, on s'est tout de suite remis à questionner le process. Est-ce qu'il faut rajouter un niveau d'information? Est-ce qu'il faut rajouter de la communication? Est-ce que voilà, il y a pas quelque chose qui manque à ce niveau-là. Donc oui, finalement, la moindre petite faille peut te faire re-questionner tout le process. Ce qui est pas mal parce que du coup, on est tout le temps voilà, dans un mindset un peu de rendre toujours les choses plus performantes et plus agréables pour tous. Complètement, parce qu'en effet, ça, on parle souvent de bonne expérience pour le nouvel arrivant. On pense moins à la bonne expérience pour vous, côté IT, côté RH aussi. Enfin, l'expérience collaborateur, elle est globale, elle n'est pas elle est pas que pour les autres. Euh, Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur vraiment ce jour J, ces premiers instants, ou est-ce que on peut passer à la suite qui vous concerne du coup tous les deux, qui est celle du défi international. Comment on gère cette complexité multisite sous différents angles? Et j'ajouterais peut-être à ça, parce que peut-être que dans les participants, tout le monde ne travaille pas dans une entreprise internationale. En revanche, je pense que beaucoup travaillent dans des entreprises qui ont plusieurs bureaux et qui peuvent aussi avoir, c'est notamment votre cas, Pierre, des typologies de salariés assez différents. Je m'explique. Pierre, dans une ESN, de manière classique, il y a des personnes qui sont dans l'entreprise, au siège, il y a des personnes qui sont chez le client. Nous, par exemple, on travaille avec beaucoup d'entreprises aussi qui ont des salariés qui sont sur le terrain, dans le bâtiment, des commerciaux itinérants, par exemple, donc qui ont des points d'attache qui sont faibles, points d'attache géographiques qui sont faibles. Donc voilà, la question qu'on avait un peu à vous poser, je vais laisser Édouard choisir si on pose d'abord la question à Juliette ou si on pose la question à Pierre. C'est sur ces défis internationaux. Ah bah, commençons par Juliette, parce qu'on a commencé par Pierre sur les questions précédentes. Mais oui, non, Juliette, vous êtes multisite à l'international. Comment vous pouvez garantir qu'un collaborateur à Paris, Londres, New York ou ailleurs puisse avoir la même expérience que les autres collaborateurs? Comment est-ce qu'il peut avoir une espèce d'homogénéité d'un pays à l'autre et d'un bureau à l'autre? Ouais. Ouais, c'est une bonne question qui m'a demandé un petit peu de préparation en réalité. Et en fait, je pense que enfin, l'objectif pour nous, c'est pas trop d'avoir une expérience identique au mot près en fonction voilà, du pays où le collaborateur est accueilli. Ce serait un peu, enfin, en fait, ce serait impossible parce que c'est trop différent de commencer au siège social à Paris avec plus de 140 salariés que de commencer dans un de nos plus petits bureaux. C'est vraiment des expériences différentes. Après, évidemment,
fait en sorte et on souhaite que l'expérience elle soit cohérente, peu importe si un salarié rejoint Accurate à Paris, à New York ou à Tokyo. On fait en sorte, voilà, on doit retrouver toujours les mêmes fondamentaux, donc la même culture, les mêmes messages clés, le même niveau d'attention, les mêmes repères. Et pour ça, du coup, on s'appuie en fait beaucoup sur notre socle commun d'onboarding qui va vraiment nous permettre de garantir enfin, que chaque nouvel arrivant reçoit finalement les mêmes informations essentielles sur Accurate. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'en général, on a plusieurs nouveaux arrivants sur les mêmes dates, peu importe dans quel bureau ils arrivent. Et du coup, ça nous permet de faire des sessions d'onboarding communes avec tous ces nouveaux arrivants de manière à ce qu'ils puissent se présenter, mais aussi voilà, suivre un peu au même rythme l'onboarding Accurate. Et on crée des communautés de nouveaux arrivants pour, encore une fois, renforcer voilà, cette culture un peu qu'on essaye de partager pendant les onboarding. Et ça marche assez bien. En tout cas, c'est ce qu'on voit au fur et à mesure. Et après, le socle, enfin, le socle, il pose vraiment la base pour tous les salariés. Et ensuite, on adapte évidemment localement, parce que les réalités sont pas du tout les mêmes en fonction des pays. Et puis, évidemment, on compte beaucoup sur le manager. Le rôle du manager, voilà, c'est central pour garantir une bonne expérience pour tous les salariés parce que enfin, même avec un parcours qui est bien structuré, l'expérience, elle se joue beaucoup dans l'équipe. Donc, on a vraiment besoin d'avoir des relais pour garantir la bonne expérience. Et les équipes RH ne sont pas dans tous les bureaux. On est représenté que en France et au Canada. Voilà, c'est vraiment clé pour nous d'avoir des managers, mais même des salariés, parce que le manager n'est pas forcément dans le bureau dans lequel il va accueillir la nouvelle personne, même si on fait en sorte que le manager soit au moins là pendant la première semaine d'onboarding. Sinon, on demande aux salariés voilà, d'essayer d'être présents et là pour le nouvel arrivant. Ok. Donc, c'est intéressant, du coup, si c'est pas la même expérience, en tout cas, c'est la même qualité d'intégration que vous voulez offrir, adaptée. Et juste, je fais un petit point sur l'aspect manager. Je partage totalement l'avis. On a beau imaginer les meilleurs process, les meilleurs outils, s'il n'y a pas un manager pour Mm. prendre la main du collaborateur, de la collaboratrice, bah, c'est compliqué. Tu aurais deux, trois tips comme ça, deux, trois actions, je ne veux pas te prendre au dépourvu, mais deux, trois actions que vous avez mis en place que quelqu'un qui nous écoute pourrait essayer demain sur comment on implique les managers. J'ai entendu faire en sorte qu'ils soient, s'ils ne sont pas dans les mêmes bureaux, qu'ils soient là pour la première semaine. Il y en a Mm. d'autres, pas très pratico-pratique. Ouais, du pratico-pratique, il y en a un petit peu. Donc forcément, être là la première semaine, pour nous, c'est quand même assez primordial, hein. On essaye vraiment au maximum. Après, on s'adapte aux agendas de chacun, parce que s'il faut voyager et tout, enfin voilà, ça reste, ça a un impact fort sur la vie perso aussi des salariés. Mais en termes de pratico-pratique, on a un peu un guide du manager pour le onboarding. Donc déjà, nous, on forme en interne sur le onboarding. On prend le temps de vraiment discuter avec les managers et leur présenter qu'est-ce qui est attendu et pourquoi est-ce que c'est important. Parce que enfin, parfois, on peut faire des checklists, mais si on n'explique pas pourquoi c'est important, ça peut être un peu compliqué. Voilà, avoir un peu un guide pour nous, c'est important. Et en réalité, nous, on passe quand même beaucoup de temps, euh, limite à parler en one-one avec le manager pour lui expliquer ce qui est attendu, quoi. Surtout quand on a des situations particulières comme ça, où ça va être de l'intégration de salariés à distance ou en 100% remote, ce qui arrive aussi chez nous. On prend vraiment le temps de dire au manager, déjà de s'aligner avec le manager, de s'assurer qu'il est au courant de comment va se passer le onboarding, qu'il est au courant des dates à laquelle le salarié va être sur place ou à laquelle le manager va être sur place. Et on fait vraiment un peu de la personnalisation, j'ai envie de dire, hein. On est vraiment en contact, mais parce qu'on peut se le permettre. On est une petite structure encore aujourd'hui, hein, 230 salariés. On peut se permettre de passer du temps avec le manager
pour lui expliquer tout ça. Mais nous aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et on sait qu'en formant des managers, au fur et à mesure, plus on a des situations similaires, plus ils sont outillés pour accueillir dans les meilleures situations. Et nous, ça nous permet aussi après de demander du feedback aux managers, de savoir voilà, comment ça s'est passé, est-ce qu'il faut changer quelque chose, est-ce que eux-mêmes ils ont des conseils pour d'autres managers. Donc on essaye vraiment de connecter comme ça. Et en plus, on a des communautés de managers aussi. Donc, on fait jouer la communauté de managers, on informe, on envoie des communications pour s'assurer voilà, que tout le monde est outillé pour accueillir un collaborateur à l'image de ce qu'on veut faire, à l'image d'Accurate. Merci Juliette, ça donne. Mais donc outiller, ça veut dire principalement être en mesure de, si je comprends bien, je résume bien, c'est de véhiculer la culture d'entreprise, qui en fait n'est pas du tout qui est un vrai sujet central et pas du tout un sujet surestimé dans les cas de onboarding des collaborateurs en multisite. Ouais, tout à fait. C'est véhiculer la culture, c'est aussi voilà, savoir un petit peu qu'est-ce qui attend le salarié. En fait, enfin, pour nous, c'est important que le manager sache vraiment quelles étapes le salarié suit dans son onboarding, pourquoi c'est important et pourquoi est-ce qu'on fait ça en fait dans le cadre du onboarding. Donc, on les Mhm. outille vraiment pour qu'ils puissent répondre aussi à n'importe quelle question du salarié sur les outils qui sont disponibles même sur l'admin. Enfin, moi, je sais qu'il y a plein de managers qui sont au courant de plein de choses. Et c'est pas facile, parce que quand on est dans 7 pays différents, il faut savoir accueillir un salarié dans ton équipe. Par exemple, si tu es en France, un manager en France, parfois accueille quelqu'un au Canada et aux États-Unis, c'est pas du tout les mêmes, voilà, comment enfin, les mêmes Les les mêmes mêmes principes administratifs, enfin, tout est fonctions. différent, les contrats, Ouais. les horaires, la culture, etc. Mhm. Donc on essaye d'outiller au maximum pour qu'ils aient accès à ces informations-là et qu'ils puissent répondre en temps réel aux salariés et que le salarié ne se sente pas tout le temps obligé de venir voir l'équipe RH, quoi. On les autonomise en fait, hein. Ouais. Très clair. Merci, merci Juliette. Et justement, en parlant d'autonomie, Pierre, je rebondis sur la partie IT. Euh, Zenica avec 12 bureaux en France, Maroc, Singapour. Euh, J'imagine que chaque bureau est autonome, mais comment vous arrivez à garder le contrôle, notamment sur les aspects de sécurité, la gestion du parc, comment il y a ce suivi et enfin, comment on peut mêler autonomie et contrôle en même temps depuis le siège vis-à-vis des bureaux? En fait, il y a deux angles à prendre, je pense, hein. Il y a la partie purement matérielle. Tu vois, on parlait de l'approvisionnement hein, tout à l'heure en matériel. Typiquement, on va pas avoir les mêmes. On n'est pas une assez grosse boîte, en tout cas, pour avoir une centrale d'achat qui peut nous fournir le matériel et pour la France, et pour le Maroc, et pour Singapour de la même manière. Donc, en gros, c'est déjà, il faut arriver à bien déterminer où sont les points d'autonomie, c'est-à-dire sur quoi il est raisonnable que l'agence, où qu'elle soit, elle s'autogère, et auquel cas, on va soit donner les moyens à cette agence de s'autogérer, ou donner des conseils, par exemple, sur quel type de matériel acheter. Euh, et ensuite, il y a un moment où de, de- d'une position d'autonomie, par exemple l'achat des machines, il faut bien rejoindre le système d'information. Et c'est à ce moment-là, en revanche, où on peut mettre en place l'outillage qui va bien pour garder du contrôle. Le contrôle en informatique, c'est l'observabilité, c'est la capacité de collecter de la donnée. C'est surtout ça, gérer le point crucial sous un œil un peu autour de la sécurité et de la conformité. Euh, Tout comme Juliette, hein, vu le nombre d'agences, les abacs habituels du nombre de personnes dans une DSI versus le nombre d'employés qu'on est, fait qu'on n'a pas un IT par agence. Donc, tu vois, quand je vois la question, comment les équipes IT en région, bah, en fait, il n'y en a pas d'équipe IT en région. Par contre, on a des relais. Ça, c'est hyper important. Et c'est là où je pense qu'on est très similaire sur la question des relais managériaux sur l'onboarding. Nous, on a des relais qui vont être un peu plus sachants sur l'architecture du système d'information, sur comment le réseau fonctionne. Éventuellement, on a délégué une partie des droits sur la gestion des comptes aussi, à des relais identifiés, formés, sensibilisés, qu'on sait avoir l'expérience d'avoir des responsabilités supplémentaires.
Le cas classique, nous, ce qui se présente assez régulièrement, ça va être, alors moins souvent maintenant, parce qu'on a, comme je disais, on a automatisé pas mal de circuits autour de l'embauche jusqu'à la création des comptes. Mais il peut encore arriver, par exemple, que le prénom de la personne soit mal orthographié, et ce, des fois, même assez tôt, ou que la personne, le prénom qu'on lui ait mis dans son email et dans ses comptes informatiques, en fait, soit pas le bon, soit pas le prénom qu'elle utilise tous les jours. Alors, il y a plein de cas hein, pour ça. Il peut y avoir des questions culturelles, des questions d'histoire personnelle. Il y a des gens qui n'aiment pas leur premier prénom civil. Il y a des gens qui sont en transition aussi, à qui on a malheureusement mis le prénom civil alors qu'ils sont en transition sociale et donc se font appeler autrement tous les jours. Et le prénom, c'est comme c'est un truc, c'est vraiment quelque chose autour de l'identité des gens. Si leur identité numérique n'est pas la bonne, il faut que rapidement on puisse ajuster. Ça arrive de se tromper. C'est normal, je pense qu'en RH comme en IT, on se trompe tous les jours. Ce qui va être apprécié, je pense qu'il crée du lien avec les gens autour de la question IT, c'est la capacité à rebondir. Donc si on est capable de corriger ça, d'être en ordre de marche pour corriger ça rapidement, c'est une vraie clé d'appréciation pour tous et de baisse de l'anxiété générale, pour revenir un peu là-dessus. Et là, il faut des gens autonomisés localement, qui sont proches physiquement, en fait, des gens à qui tout ceci peut arriver. Par contre, la question du contrôle depuis le siège, enfin moi, j'imagine pas bosser depuis un siège. On parlait de pour qui on travaille à la DSI, on travaille pour l'ensemble du groupe. Donc, en fait, c'est une coïncidence que je sois en région parisienne, par exemple. Mais je sais que chez Zenica, ça poserait pas de problème si j'étais DSI, mais depuis Singapour. On a une politique assez libérale sur les lieux d'habitation. Euh, non, la question, c'est la capacité à collecter la bonne donnée, celle qui est utile, celle qui nous permet de vérifier que tout roule, à prendre le bon feedback et surtout à avoir tous les leviers et les relais nécessaires pour agir rapidement en cas d'erreur, en cas de pépin, en cas de petit incident. Donc, et ça passe par sensibilisation, trouver les bons relais, les former et les autonomiser. Euh, Moi, je trouve, enfin, depuis 20 ans que je bosse dans l'IT, c'est fou, hein, quand on donne en fait du pouvoir aux gens sans chercher à centraliser le pouvoir absolu, les gens m'épatent parce qu'ils sont responsables. C'est dingue, hein. Mais, on oublie, dans la culture française, des fois, on oublie un peu ça. Responsabiliser, en fait, ça mène pas à des abus, et autonomiser, ça mène pas à des abus. Au contraire, ça engage les gens et bah oui, il y aura toujours des erreurs. Il y aura peut-être toujours une ou deux personnes malveillantes, mais sur combien? Voilà, enfin, on fait pas des règles pour les 1%. On manage pas, c'est une vieille phrase, je sais plus de qui, mais voilà, on manage pas pour les 1% de trucs qui peuvent aller mal, quoi. On manage pour les Ça fait, 99%. Sauf si ça fait couler le bateau, hein, bien sûr. ça fait le lien avec ce que disait Juliette, du coup, dans le pré-boarding, sur très vite, on- on communique auprès de tout le monde et on fait confiance au process qu'on a mis Mm. en place et à l'autonomie de chacun. Je vois Et le temps qui on se passe. passe confiance pour revoir le process régulièrement, effectivement, aussi, hein. Juliette en parlait. Voilà, enfin, l'amélioration continue, c'est partout, tout le temps. C'est pas juste un démo sur un slide, hein. Exactement. Et dès qu'il y a une petite erreur, hop, on la corrige et comme ça, Ouais. on avance petit à petit. Je vois le temps qui passe, il nous reste moins ou une petite dizaine de minutes. On a un dernier sujet à aborder. On sort de l'onboarding et on passe à l'offboarding au départ. Donc, euh, voilà, c'est un sujet. Alors, moi, je vous partage ce qu'on voit. Beaucoup d'entreprises font appel à nous pour l'onboarding. On investit dans l'onboarding. Généralement, l'offboarding, beaucoup moins. J'aimerais bien savoir, vous, quelle est votre position là-dessus. Je sais que côté IT, on a déjà des gens qui sont venus nous voir en nous disant on avait oublié de supprimer 80 comptes sur le CRM au bout de 6 mois. Donc, évidemment, ça pose des questions de sécurité, ça pose surtout des questions de coût, parce que
à 20 euros par mois par personne, la licence, 80 personnes sur 6 mois, ça commence à chiffrer. Euh, voilà. Côté, si on se le fait en 10 minutes top chrono ou moins, côté IT, du coup, si on rebascule, c'est Nicolas qui va, Pierre, pardon, qui va, on en a parlé en plus avant le webinaire, à qui je vais poser la question en premier. Côté IT, du coup, quels sont les risques d'un offboarding qui est mal géré? Bah, tu l'as dit, hein, il y a le risque financier déjà, parce qu'en fait, chaque outillage aujourd'hui est souvent facturé au siège. Alors, au siège occupé, hein, pas au siège administratif. Chez Zenica, je crois qu'on a une médiane à peu près en licence hein, d'utilisation, on doit être à peu près à 80-90 euros par mois par personne. Donc si on oublie pendant un mois, 2 mois, 3 mois et qu'on oublie 5 fois par mois, ça commence à chiffrer rapidement en termes de mauvais usage de nos moyens. Ça, c'est le premier truc un peu évident. Le deuxième truc qui est moins évident, euh, parce que ça, c'est un coût induit automatique, c'est le risque qu'on prend. Je rappelle que, en tout cas dans la réglementation française, mais qui en plus pour Zenica, ça s'applique ailleurs, hein, parce que Singapour a à peu près un équivalent du RGPD aussi. Mais en tout cas, dans la réglementation européenne et française, c'est 4% du chiffre d'affaires si on se, si, c'est le risque pris sur une fuite de données. C'est la condamnation si on ne prend pas suffisamment les bonnes mesures, qu'on n'applique pas les choses. Or, couper des accès, c'est la moindre des choses. C'est le début de ça, en fait. Sinon, c'est une fuite de données. Hmm. On est censé les déclarer, les fuites de données. Mais bon, donc, ouais, le risque autour de la donnée, en fait, il est extrêmement important. Donc, il faut absolument super bien gérer l'offboarding. Euh, Il n'y a pas de, enfin, il y a pas de raison de ne pas le faire. Nous, en plus, en tant que SN, c'est pas que nos données qui sont en jeu, c'est aussi les données de nos clients, des fois. Hmm. On a des attentes de plus en plus fortes ou à cause de, on va dire, la réglementation européenne qui se renforce, mais aussi tout simplement, cette réglementation, elle s'est renforcée. Pourquoi? Parce que la menace, elle est de plus en plus importante. C'est pour ça que la réglementation, elle s'est alourdie. Donc, pour ceux qui connaissent, un NIS 2, DORA, etc., enfin, tout ça, c'est des cadres à l'échelle de l'UE qui nous oblige, même en tant que fournisseur ou en tant que sous-sous-traitant ou en tant que... Enfin, qui nous oblige aussi et qui nous oblige notamment à avoir une gestion très très carrée des comptes informatiques parce que si on a un compte encore actif ou qui garde des trucs, ça va pas le faire. Ou du matériel non récupéré, comme tu l'as mis dans l'exemple. Et Faut ça, faut le savoir savoir. ouais, sur le matériel non récupéré, juste la petite info, faut pas oublier que par exemple une machine perdue, soit parce qu'elle a été volée, oubliée dans un train, etc. Normalement, c'est une déclaration à la CNIL aussi de perte de données. Oui, Les gens l'oublient, celle-là, parce que bon, ça paraît trivial, mais est-ce que ça l'est tant que ça? bien sûr. Et du coup, à quel moment est déclenchée l'information, comme quoi la personne part le 25 juillet, par exemple? Comme je disais, nous, on a automatisé pas mal de choses. Donc, on a, en fait, notamment, par l'outillage et par les automatisations qu'on a, nous, on a un planning très clair des arrivées et des départs. En l'occurrence, sur Resilient, mais c'est aussi répercuté sur nos calendriers d'équipe. Euh, donc, on sait d'avance quand les gens vont partir. Ça nous programme quand même des petits checkpoints. La restitution, il y a des mails qui partent pour rappeler à l'employé ses obligations en termes de clôture. Et puis après, il reste toujours les cas un peu extrêmes où là, on travaille notamment avec les RH pour voir comment contacter la personne, comment organiser une récupération de matériel. Euh, et il peut arriver aussi que sur certains profils qui vont présenter plus de risques, qu'on mette en place, du moment où on sait qu'une personne est sur le départ, qu'on mette en place aussi de l'observabilité supplémentaire pour vérifier qu'il n'y a pas de vol de données, qu'il n'y a pas de téléchargement indu, que la personne aussi se comporte de manière professionnelle. Ce qui est
parfois oublié par les gens, mais pourtant c'est assez normal de protéger la donnée aujourd'hui dans une entreprise, n'importe laquelle. C'est quand même très souvent notre plus gros capital. Donc il faut la protéger. Et en plus, c'est un point de risque, comme je disais, par rapport à la réglementation. Donc oui. Tout à fait. Hyper intéressant d'avoir ton point de vue très réglementaire aussi. Et toi, Juliette, il y a plein de sujets réglementaires aussi dans l'arrêt d'un contrat de travail. Ouais. Euh, qu'est-ce que, un offboarding, comment c'est bien géré aujourd'hui et pareil, quelles sont les petites choses à bien faire pour ne pas le bâcler? Bah, il y a plein de choses à faire pour pas le bâcler. Il y a plein de choses à faire, mais je pense qu'il y a quand même une forme de biais naturel, un peu où on met beaucoup d'énergie sur les personnes qui arrivent parce qu'elles représentent l'avenir de l'entreprise. Et quand quelqu'un part, on a un peu tendance à se projeter plus rapidement sur la suite, sur le remplacement, la réorganisation, la continuité business. Donc si c'est, enfin voilà, quand c'est bâclé, ça dit vraiment quelque chose, je trouve, hein, de la culture managériale et RH et ça, enfin voilà, ça révèle souvent un peu la maturité de l'entreprise. Donc nous, on n'a pas un process qui est aussi clair que pour le onboarding. Ça va surtout être une responsabilité de l'équipe payroll en général, voilà, de clôturer la collaboration. Ça reste plutôt administratif. Même si évidemment on fait aussi comment un questionnaire de fin de collaboration pour savoir un petit peu, enfin voilà, pour pouvoir expliquer le départ, discuter avec la personne. Il y a une rencontre RH qui se fait aussi avec le collaborateur lors de sa dernière semaine. Mais voilà, moi je dois dire que c'est un process sur lequel nous on doit travailler parce que je rejoins Pierre sur ce qu'il a dit. C'est hyper important de bien gérer un offboarding. Et il faut pas voilà, il faut pas lésiner sur ce point-là parce que ça peut apporter plein de choses négatives en réalité hein, pour l'entreprise et on le sait. Nous on essaie aujourd'hui de faire notre maximum. Ça va prendre du temps de faire un process plus clair, plus organisé. C'est un sujet sur lequel on veut se concentrer. C'est vrai que nous, des offboarding, on n'en connaît pas énormément. On a cette chance. Du coup, je pense que c'est un peu pour ça qu'on n'y a pas mis autant d'énergie que l'onboarding. Mais on sait que ça a un impact tant sur la personne qui part que sur les personnes qui restent, hein, souvent, sur la manière dont le départ est géré, notamment si c'est mal fait, ça peut générer du doute dans les équipes qui restent, voire même une perte de confiance voilà, en fonction de comment on gère les départs. Donc c'est un point très important de ne pas bâcler le offboarding. Je rajouterais juste rapidement, en plus, enfin, les gens qui partent, des fois, ils reviennent. Donc, Hmm. C'est vrai, Bien ça nous sûr. est arrivé. Ça nous est voilà. arrivé d'ailleurs. Mm. Et là, c'est le reboarding derrière. On a inventé Exactement. Le on a inventé reboarding. le mot pour L'objet du prochain webinaire. Voilà. exactement. Non, mais ce qui est intéressant sur ce process d'offboarding, si on doit le résumer, c'est qu'en fait, il y a plusieurs niveaux. Euh, il y a déjà ce niveau, Juliette, tu as évoqué la paye. En effet, que tout soit carré et ça, j'imagine, en lien du coup avec le service IT, que l'arrêt du contrat de travail déclenche tous les Ouais. éléments administratifs et la suppression des comptes. Et en effet, Pierre, tu es allé plus loin sur la vérification, enfin, que les règles soient bien appliquées, qu'il n'y ait pas de fuite de données. Et je trouve ça hyper intéressant. Et en effet, derrière, Juliette, vous faites un entretien de sortie. Il y a différents types de départs aussi. Il y a des Mm. départs où tout se passe bien et on a fait un beau bout de chemin ensemble et on se souhaite le meilleur pour l'avenir et où on le voit, même des personnes continuent de coopter dans leur ancienne entreprise, etc.
Il y a évidemment des départs où ça se passe mal et c'est OK, c'est la vie d'une entreprise. On essaye de les éviter. Il faut que ce soit le plus fluide possible pour tout le monde. On arrive à la fin avec un timing qui est plutôt bon puisqu'il est midi pile au moment où je le dis. Dernière question, peut-être, si vous aviez un conseil chacun à donner pour une entreprise qui cherche à structurer son parcours collaborateur et peut-être avec cette vision IT, RH, comment on joue bien le jeu. Un conseil. Se parler, se parler, se parler. Et se Pour se parler respecter. régulièrement, je pense que voilà, c'est une, Ouais. une entreprise, une société, c'est un ensemble de personnes qui essayent d'avancer dans la même direction. Donc, un service IT, un service RH, ils n'ont aucune raison de bosser en silo. Et pour plutôt mes camarades de l'IT, euh, n'oubliez pas, parce que encore beaucoup l'oublient, il y a plein de gens qui font pas votre métier, qui comprennent pas ce que vous faites. C'est ésotérique pour eux. C'est à nous, côté IT, aussi voilà, de se rendre accessible et de faire œuvre d'humanité, je pense, là-dessus. Merci pour nous, l'autre monde. Juliette, est-ce que tu Ouais, veux rajouter? je rejoins 100% ce que Pierre vient de dire. Je pense se parler, clarifier les responsabilités. Un parcours collaborateur repose pas que sur une seule équipe, ça repose voilà, sur beaucoup de personnes. Donc, tant que c'est clair, que la communication est fluide, que tout le monde est aligné, je pense que c'est ce qui fait que le collaborateur aura la meilleure expérience derrière. Et d'ailleurs, les parties prenantes. Mm. Et toutes les parties prenantes. En effet, moi j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas oublier le back-office, comme parfois on peut l'appeler, mais en tout cas, tous les collaborateurs d'une entreprise. On a une session de questions-réponses, mais il n'y a pas eu de questions durant nos échanges. Je pense que c'est qu'on a été assez clair. S'il y a des questions, ce que je propose, comme il est déjà midi, c'est que soit les personnes se manifestent et peuvent les poser dans la partie questions-réponses ou dans le chat, ou s'il y a des questions qui viennent après réflexion, eh bien on puisse peut-être vous contacter, Pierre et Juliette, sur LinkedIn, par exemple, s'il y a des questions qui viennent. Je m'avance peut-être un peu en disant ça, mais voilà. Sinon, on les pose à l'adresse à laquelle a été envoyé le webinaire et on redirigera. Dans tous les cas, il y a un replay qui sera envoyé automatiquement de ce webinaire et on va produire un contenu de tout ce qu'on s'est dit avec le résumé, les actions pratiques que Juliette, que Pierre nous avait partagées, les risques aussi et les bénéfices d'avoir un bon duo RH et IT. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Juliette, merci Edouard, merci Pierre de l'avoir co-organisé ensemble, c'était cool. Et à bientôt peut-être pour la suite. Ouais, merci Juliette, merci Pierre, merci à tout le monde qui nous a écoutés. Merci Geoffrey aussi pour le gain, c'était top. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Ouais, merci Au pour revoir. l'invitation, c'est toujours chouette. Et Merci. on répondra aux questions. Enfin, en tout cas, moi, je Ouais, reste. pareil, Je parle pas n'hésitez pour pas. toi, Juliette. Super. Tout pareil. Voilà, bah, bon été à tous et à toutes. Ouais, Hydratez-vous. ouais, C'est en ce clair. moment, ouais. C'est clair. Allez, bonne journée. Merci Merci. beaucoup. Bonne journée.